Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus en ce dimanche matin à cette table ronde intitulée Mettre le passé en carte. Aujourd'hui, on va parler de cartes, ce qui est normal pour un festival de géographie, puisque les cartes, c'est l'outil des géographes par excellence, puisqu'elles visent à représenter l'espace. Ce dont on va parler ce matin, c'est du fait que les cartes peuvent aussi être utilisées pour représenter le temps. Elles sont utilisées donc par les géographes, mais aussi par les historiens, par les géohistoriens et par les archéologues pour retracer des événements qui peuvent apparaître de manière simultanée par moment. On va aussi évoquer ce sujet. L'historien Patrick Bouchon, dans un préface à l'Atlas historique du monde, écrivait « Les historiens, s'ils dessinent une carte, y voient tout ce qu'ils ne savent pas. Certains insistent et s'obstinent, mais la plupart renoncent. Tous sont confrontés à cette rigueur propre à la narration cartographique. Le trait doit trancher ce que le texte laisse dans le vague. » Il concluait donc, la cartographie, c'est une école de la précision historique. On verra que cette citation ouvre certaines perspectives, mais qu'elle est incomplète par rapport à ce dont on va discuter ce matin, parce qu'il existe même certaines cartes qui peuvent représenter le futur. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Pour discuter de tout cela, nous avons ce matin 3 invités. Anne Lacambre, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, docteur en géographie, directrice littéraire aux éditions Autrement, et depuis 2017, vous êtes en charge de la collection des Atlas, qu'on peut retrouver au Salon du Livre. Il y a toute une riche collection d'ouvrages passionnants à découvrir. Christian Gratalou, bonjour. Bonjour. Vous êtes géohistorien, docteur en géographie. On vous présente parfois comme le pape de la cartographie historique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît, d'ailleurs. Vous dirigez les Atlas historiques pour les arènes depuis 2019. Vous avez récemment publié un passionnant Atlas historique du ciel. Et je crois que ce n'est pas brûler un scoop que de dire que vous allez bientôt publier un Atlas historique du climat. Oui, enfin, dans 2 ans. Il va falloir avancer. Et vous êtes surtout le grand témoin du FIG 2024 de cette année. Fois. On vous retrouvera notamment ce soir pour le discours de clôture. Dominique Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue et historien. Vous êtes président de l'Institut national de recherche d'archéologie préventive. Vous étudiez notamment les phénomènes urbains et les économies des sociétés proto-historiques. Et vous aviez aussi publié un passionnant Atlas archéologique de la France chez Talandier. Et vous nous avez tous les 3 proposé un exercice que je trouve très stimulant, qui est de vous décrire chacun, mieux que je ne vais le faire, mieux que je ne l'ai fait, au travers d'une carte de visite que voici. Je vous laisse donc expliquer pourquoi cette carte vous semble représentative de votre travail et de votre intérêt pour les cartes. Alors cette carte est tirée donc de l'Atlas archéologique de la France et elle essaie de synthétiser un petit peu la démarche de l'archéologue qui essaie non pas d'illustrer la carte historique par des documents, être en fin de compte supplétif de l'histoire en tant que telle, mais essayer de donner de l'épaisseur, de rendre ce que les strates, ce que les couches archéologiques lui ont donné, en montrant que justement l'épaisseur du sol peut permettre de raconter une histoire, un mouvement qui explique l'événement. Et donc, par exemple, pour cette carte, elle vient en appui d'une carte classique qui est celle des interventions de César en Gaule ou de la romanisation. Et là, on a pris 6 siècles avant justement la guerre des Gaules pour expliquer en quoi les flux commerciaux entre la Méditerranée et le monde celtique justifier ou expliquer l'intervention césarienne vers 50 avant Jésus-Christ, en montrant que effectivement c'était pas uniquement une marque militaire à la guerre des Gaules, une marque politique, mais que c'était bien l'aboutissement d'une mainmise économique sur ce secteur, avec un système d'échange, le biotos, les produits de première nécessité qui allaient du monde celtique vers le monde méditerranéen. Donc c'est le flux des esclaves, du blé, de l'étain, du cuivre,
qui partaient de la Celtique vers la Grèce et l'Italie. Et ensuite, vers la Gaule venaient les produits manufacturés, et en premier lieu le vin, qui a changé un petit peu la sociologie, la mentalité des populations. Et donc c'est un flux qui est relativement long, 6 siècles, de la fondation de Marseille jusqu'au 1er siècle avant, et qui aboutit par un acte militaire fort, qui est celui de l'intervention de César, quand justement le déséquilibre dans ce système d'échange de la Gaule vers la Méditerranée et de la Méditerranée vers la Gaule est rompu quand il y a une montée en puissance des populations gauloises. Et donc cette carte qui essaie de montrer l'épaisseur, la longueur et non pas l'éclairage d'un événement, mais sa genèse, c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire dans l'Atlas en complément des cartes historiques classiques qui gardent bien entendu tout leur sens. Et par exemple, sur des cartes, sur un épisode qu'on a tous appris à l'école, et dont on peut lire des textes historiques de première main d'ailleurs. Quel est l'apport, selon vous, d'une carte sur ces événements, sur un temps aussi long, sur des échanges aussi complexes ? C'est peut-être enlever tout le poids qu'on accorde aux stratèges, et peut-être encore aujourd'hui dans l'actualité, dans les conflits un peu partout dans le monde, où on a l'impression que tout le pouvoir est derrière celui qui appuie sur le bouton rouge, sur celui qui trace l'espace qui va être franchi ensuite par les troupes, pour montrer qu'en fin de compte, si on regarde les tracés des flux économiques depuis 6 siècles en Gaule, on retrouve le passage, l'arrivée de César par la Narbonnaise, la remontée de la vallée du Rhône, l'intervention chez les Helvètes, et ensuite il remonte un petit peu dans l'Est, et il va revenir, il va terminer en fin de compte sa boucle chez les Arvernes, avec bien entendu Vercingétorix à Gergovie, puis malheureusement pour Vercingétorix à Alésia. Et donc c'est montrer qu'en fin de compte ces circuits qu'il emprunte ne sont pas uniquement dus à son geste militaire, mais que c'est tout simplement des circuits qui existaient bien avant, qui étaient celui souvent des alliés économiques, culturels, et avant de devenir des ennemis militaires et politiques. Et ensuite, quand on a essayé sur cette carte de quantifier la consommation du vin en Gaule avant l'arrivée de César, on s'aperçoit que justement, les lieux où la consommation est la plus forte, c'est-à-dire les alliés et les acteurs économiques les plus importants, c'est bien entendu eux qui vont être au centre du conflit. Et voilà, c'est un peu ça, montrer que c'est pas uniquement lié à l'instant, à ce que l'on éclaire par l'actualité aujourd'hui ou par une mention historique, mais que derrière ces éléments-là, on arrive à retrouver plus peut-être d'épaisseur, de profondeur et de documentation. Voilà. Que les cartes n'étaient pas jetées par César. D'accord. Christian Grattalou, vous nous montrez cette carte tout à fait étonnante. Pourquoi ? Alors, oui, c'est des cartes, puisqu'il y en a deux, j'ai triché, pour jouer sur la temporalité en deux temporalités, puisque ce que vous avez, ce sont des cartes d'horaires, enfin des horaires en jour, des diligences au XVIIIe siècle, à partir de Paris. Donc vous avez là un peu l'ancêtre des annuaires de la SNCF, je vous rassure d'ailleurs tout de suite, les diligences étaient déjà très en retard. Donc ce que vous avez, ce sont les horaires officiels d'ailleurs de ces diligences, à partir de différents lieux. Donc on voit qu'il faut une quinzaine de jours pour aller de Paris à Marseille, par exemple, en théorie, si tout va bien. Inversement, à la veille de la Révolution, on est passé au contraire, alors je ne me souviens plus, je regarde à 8 jours, c'est ça. On est passé, donc il y a un progrès technique qui est dû au progrès routier, pas tellement au progrès de l'instrument de transport de la diligence ou des chevaux, dû aux routes royales, au travail que les ingénieurs des ponts et chaussées ont fait au XVIIIe siècle et qui a permis de considérablement rétrécir le temps. Donc le temps ici, il est présent entre les deux cartes, en même temps qu'il est présent dans chaque carte. Donc vous avez un temps régulier qui est celui du fonctionnement des diligences à une période donnée, et puis le changement historique qui est la transformation d'un moment d'un espace de transport à un autre moment d'un espace de transport. Anne Lacambre, de votre côté, donc on a 74 ans qui séparent les deux cartes. Anne Lacambre, vous sortez cette superbe carte. Oui.
Alors ça, c'est ma formation de géomorphologue, je pense, qui est remontée à la surface. Et j'ai choisi cette magnifique carte, qui est une carte géologique dessinée en 1944 par Harold Fiske et ses compagnons qui ont remonté le cours du Mississippi. Donc, comme vous le voyez, moi, j'ai choisi de vous montrer, de remonter sur des strates un peu plus anciennes que Dominique, donc des strates géologiques, des méandres du Mississippi, qui permet, voilà, au-delà de la beauté de cette carte, qui montre vraiment toute l'évolution du fleuve à différentes époques et montre à la fois l'évolution du fleuve dans sa vallée et les différentes strates et mouvements qu'il a opérés tout au long de son histoire. Sachant que, pour vous expliquer un petit peu, le cours blanc est le cours de 1944. Voilà, et qu'on remonte ensuite avec les méandres à différents endroits. Voilà. C'était pas pour en rajouter sur les méandres du temps, qui sont absolument superbes, là. Mais simplement, il y a un truc qui me frappe, puisqu'on parle de terre ces jours-ci. Nous sommes tous les trois, ou nous avons au moins été tous les trois des gratteurs de terre. Alors, c'est évident pour l'archéologue, mais de fait, je ne savais pas que vous étiez d'origine géomorphologique, mais moi aussi. Et je pense qu'il y a un rapport étroit à la temporalité sur les cartes. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu, à un moment donné, un intérêt pour des couches successives, fait qu'elles soient sur des formations relativement récentes. Enfin, pour les géomorphologues, c'est très récent, des sédiments fluviaux. Évidemment, pour l'archéologue, ça peut être déjà vieux. Mais c'est quelque chose qui me semble important pour la pensée du temps. Et les cartes géologiques sont un élément non négligeable dans cette histoire de la réflexion sur le temps des cartes. Peut-être pour donner un éclairage pour le public, comment est-ce que les géomorphologues utilisent des cartes ? De quelle manière est-ce que ça leur est précieux ? Précieux aux autres, non ? Oui, on est... comment on utilise les cartes ? Oui, ça nous permet de travailler de comprendre comment sont mis en place les reliefs et les paysages actuels à partir des sols et des terrains sur lesquels on marche. Oui, les géographes ont eu longtemps une passion pour le commentaire de cartes géologiques, où il s'agissait en fait de refaire un historique et de voir ensuite l'usage qu'on en faisait. Mais l'usage, c'était presque secondaire. Le clou de l'affaire était vraiment de reconstituer l'histoire à partir de la stratigraphie, de différents types de périodes. Le point suivant qu'on voulait aborder, c'est la question des sources. Alors, on peut le faire notamment au travers de cette belle carte qui montre l'évolution du paysage pendant 21 000 ans. Pourquoi utiliser cette carte ? Que peut-on dire à propos des sources grâce à cette carte ? Donc cette carte, justement, elle fait peut-être la liaison vers votre réflexion tout à l'heure, parce que quand on fait de l'archéologie, on est obligé aussi de définir son terrain d'étude, qui, bien entendu, est décalé par rapport à la géopolitique actuelle. Et quand on travaille sur les périodes anciennes, il faut savoir redéfinir cet espace en s'appuyant sur des éléments liés redéfinir les limites physiques, remettre en perspective justement les données géomorphologiques, la végétation, le climat, pour justement avoir un terrain qui soit propice à la réflexion, savoir de quel espace on travaille. Je regarde le journaliste, on voit régulièrement des annonces sur la découverte de tels fossiles de Néandertal ou du premier Sapiens, et on voit comme ça une géographie qui s'installe, y compris mentalement, par ces découvertes. Or, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi où on peut retrouver ces vestiges et où on ne peut pas les retrouver. Là, on se retrouve dans la dernière grand épisode glaciaire, entre moins 70 000 et moins 11 000, et là on est, moins 21 000, c'est le moment où Sapiens commence à prendre un peu de poids, mais où la calotte glaciaire le recouvre, ce qui est aujourd'hui Berlin et Dublin, où on a des grands déserts glaciaires qui descendent jusqu'au secteur de Lyon, où on a une toundra qui se retrouve dans la partie centrale de la France, et où en fin de compte le seul espace
dans lequel Sapiens peut retrouver un biotope favorable à son épanouissement. C'est un grand sud-ouest, et encore, si on enlève un petit secteur aquitain où là aussi le relief le contraint. Donc savoir redessiner pour justement ensuite essayer de développer un discours historique à partir de données archéologiques, de quoi on parle, ne serait-ce que pour qu'on dise, ben voilà, on ne retrouvera pas ce type de vestiges dans cette partie du territoire. En quoi, là, il montre la naissance des groupes et leur extension des groupes, et puis également, pour ces périodes qui sont le paléolithique, quels sont les gibiers que les populations suivaient. On parle, et souvent Christian et d'autres le font, des problèmes, l'homme c'est un éternel migrant, à part qu'à l'époque, il était migrant en suivant les troupeaux, et donc il est intéressant d'avoir le type de végétation, le type de climat, le type d'animaux qu'il a avec lui. Donc lui, ce qui guidait en fin de compte, c'est le sens de sa migration, en plus que de son sens inné de la découverte et d'aller voir ce qui se passe derrière la colline. Voilà, redéfinir ça, et redéfinir aussi les contours d'un pays, parce que voilà, encore aujourd'hui, on nous parle de la grotte Cosquer, dont l'entrée est en moins de 35 mètres, et donc voilà, une calotte glaciaire bien plus développée, c'est des eaux qui sont retenues, c'est le niveau des mers et des océans qui sont beaucoup plus bas, environ 120 mètres, et donc ça veut dire aussi que voilà, on peut franchir la Manche à pied, qu'il n'y a pas qu'il y a une circulation possible entre la Corse et la Sardaigne, et que des vestiges archéologiques existent aujourd'hui à plusieurs dizaines de mètres de profondeur en bordure de nos côtes. Donc c'est voilà, redéfinir l'espace sur lequel on va travailler pour reposer les problématiques pour un autre univers, voilà, qu'on n'a pas tous en tête, et c'était la volonté avec cette carte. Et s'il faut redéfinir l'espace, il faut aussi questionner les sources sur lesquelles on va s'appuyer. Donc si on fait un tout petit pas de côté par rapport au fil qu'on est en train de suivre, pour évoquer la manière dont on utilise d'autres cartes, d'autres textes, d'autres sources pour créer de nouvelles cartes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous travaillez chacun à votre manière pour proposer des nouvelles cartes, c'est-à-dire sur quelles sources on peut s'appuyer, lesquelles sont considérées dignes de confiance. On disait tout à l'heure les cartes qu'on ne peut pas forcément représenter, peut-être que certaines sont considérées en général comme plus douteuses que d'autres. Qu'est-ce qui attire votre confiance et votre suspicion quand il vous faut composer pour créer une nouvelle carte? Juste compléter, nous, les cartes qui sont dans l'Atlas archéologique de la France chez Talandier, c'est Aurélie Voissière qui les a dessinées, qui vient de publier un bel atlas universel. Et justement, ces questions-là, c'est elle qui nous les a posées. Nous, on a posé nos points. On avait presque les mouvements en tête, le discours historique, et elle avait besoin de représenter les limites, d'évoquer ou de justifier les blancs, dont on reparlera souvent. Donc, en fin de compte, c'est une question de dialogue. Tout à l'heure, on nous a présenté géographes, géohistoriens, archéologues, mais voilà, quand on fait de l'histoire, c'est un travail d'équipe au sens large, et nous, notre terrain, c'est un endroit où justement, on parle de l'archéologue avec sa truelle. Sur nos terrains de fouilles, il y a des géomorphologues, il y a des anthropologues, il y a des gens des pédologues aussi, parce qu'au-dessus de tout ça, il y a le vivant, la terre vivante qui était exploitée, qui était vue. Et donc c'est de l'ensemble de ce dialogue dont on essaie de produire ces cartes. Et comme là, c'est sans doute la première fois qu'on produit une centaine de cartes archéologique, l'effort était quand même difficile. C'est pas si naturel que ça de le faire. Voilà, c'est juste non pas pour valoriser le travail qui a été fait, mais juste pour dire que c'est pas si naturel pour un archéologue d'établir et de redéfinir son terrain d'étude et d'avoir recours à l'ensemble de ses sources. Oui, d'abord, il me semble qu'il faut, justement, c'est très déstabilisant de voir le territoire national, si j'ose dire, avec en partie recouvert par les glaces, mais en même temps avec un territoire en continu jusqu'au bassin de Londres. Enfin, je sais d'expérience combien on met du temps à s'y retrouver. Ce qui pose d'ailleurs problème aux cartographes de savoir quelle est l'épaisseur du trait que l'on met pour le trait de côte actuel, qui est évidemment totalement anachronique à ce moment-là. Donc, par rapport, c'est important d'insister sur puisqu'on parle de source, sur le côté du fleuve continu du temps, pour filer la métaphore, parce que tout bouge tout le temps et que la carte, c'est toujours un coup de force, c'est-à-dire un arrêt sur image. Et dans cet arrêt sur image, on a un problème, et c'est sur les sources, le point sur le mot que je voudrais utiliser, qui est le mot généralisation.
C'est-à-dire qu'on a des informations, alors c'est particulièrement net en archéologie, mais je veux dire que faire une carte des climats, c'est pareil, parce on connaît des stations, hein, mais on ne connaît pas des étendues. Donc on a des connaissances qui, lorsque c'est une carte à petite échelle, c'est, au sens cartographique du terme, c'est quelque chose qui a des informations qui sont des points. Alors évidemment, si on zoome, ça devient un terrain de fouille, mais ces points nous donnent une information que l'on va étendre et généraliser. Alors c'est vrai ici, non pas pour des sites archéologiques, mais pour des sites d'archéologie naturelle, si j'ose dire, de palynologie par exemple, où l'on va généraliser des paysages végétaux. Il est évident qu'on n'a pas fouillé partout ou tous les 100 mètres pour exactement reconstituer, puis d'abord ça aurait été détruit dans bien des cas par l'humanisation. Donc on fait les étendues, une carte c'est de la surface, on fait de l'étendue à partir d'informations ponctuelles. Et ce n'est pas propre à l'archéologie, c'est un phénomène beaucoup plus général. Donc c'est déjà un terrible coup de force, en sachant bien sûr que l'honnêteté, c'est d'abord de partir des points tout court et de constater ce que Boucheron avait bien dit dans le texte que vous avez cité, c'est-à-dire que ça nous montre le blanc. Et que le blanc de la carte, c'est-à-dire notre ignorance, ça c'est quelque chose qui est lui-même une terrible information. Et un appel d'ailleurs à travailler. Voilà. Oui. Et moi, je rebondirais aussi sur effectivement cette notion de généralisation, sur le fait aussi que moi, dans mon travail d'éditrice, je pousse les auteurs à donner des sources, à les poser sur les cartes pour voir ce que ça donne, pour aussi marquer un état de la recherche actuelle. Et effectivement, le blanc des cartes, c'est déjà une information aussi. Et dans le travail d'édition, généraliser, c'est aussi poser le passé à un moment donné. C'est aussi, quand on travaille sur des atlas ou des nouvelles éditions, c'est aussi du coup se re-questionner sur qu'est-ce qui peut être mis à jour et redessiné et du coup faire bouger les limites qui, même si elles sont floues, sont quand même déjà une information et une donnée disponible pour comprendre un peu ce qui se passe spatialement. Vous vouliez aussi évoquer la possibilité de parler de temporalité, notamment comment montrer des évolutions, comment montrer des progressions. Alors, on va parler tout à l'heure de le faire avec ou sans flèche. Il me semble que c'est un grand enjeu pour vous. Mais on voulait commencer par cette carte qui montre la progression de la pratique funéraire de l'incinération à l'âge de bronze. Pourquoi est-elle significative de l'évolution des temporalités? Alors effectivement, une des rares cartes qui marque la progression sans flèche, mais on travaille là sur une période relativement longue, qui est l'âge du bronze de 2300 avant Jésus-Christ jusqu'à 800 avant Jésus-Christ, avec l'arrivée d'une nouvelle pratique funéraire relativement forte. Voilà, dans un mois, peut-être dans l'IB ou sinon dans la presse quotidienne, on s'interrogera sur la part des gens qui souhaitent se faire incinérer ou inhumer. Enfin, depuis quelques années, ça redevient à la mode. Presque comme s'il y avait quelque chose de moderne dans la pratique de l'incinération. Or, cette pratique, on en voit les premières traces sur notre territoire national vers 2500-2300 avant Jésus-Christ. Elle apparaît dans le nord-est de ce qui est aujourd'hui la France, et à vrai dire, elle vient bien entendu d'espaces plus septentrionaux et plus orientaux, et ensuite elle va se répandre comme ça pour devenir majoritaire sur l'ensemble du territoire pendant l'âge du bronze, sauf dans un petit espace qui est la Côte d'Azur, où peut-être le traitement des défunts reste encore quelque chose de particulier, pardon, et on voit comme ça en un petit, entre 2300 et 800 se répandre cette pratique. Et donc pour la première fois, on l'a voulu le présenter. Alors ce qu'on appelle l'incinération pour ces périodes, c'est pas au sens étymologique du terme strict, la rendre en cendres, c'est de la crémation. À vrai dire, les archéologues arrivent à retrouver des petits fragments d'os brûlés, même des différencier les sexes, etc. Mais on voit cette pratique arriver dans le nord-est, se répandre de manière puissante sur tout le territoire national, arriver à l'âge du bronze à devenir majoritaire, ce qu'elle sera pendant tout l'âge du fer, pendant la période gauloise, jusqu'à la période romaine, et puis il faudra arriver ensuite aux phases de christianisation pour qu'à nouveau l'inhumation revienne et redevienne
très majoritaire, voire exclusive, jusqu'à une période récente. Donc voilà, c'était un flash sur quelque chose qui est essentiel, qui a duré, qui est lié probablement à l'arrivée de nouvelles populations, ce que nous indiquent aujourd'hui les études ADN, qui est lié aussi à une nouvelle gestion du territoire. On est là avec l'âge du bronze, avec une maîtrise des lieux de production, notamment de cuivre. Donc là, on rentre aussi dans des phénomènes géopolitiques et on voit les régions qui font l'objet d'enjeux forts parce que voilà, l'homme va transformer ce matériau, ce minerai de cuivre, et ensuite mettre en place des grands courants commerciaux liés au bronze. Et donc, on a quelque chose qui va bouger fondamentalement la sociologie et les pratiques des populations. Oui, je vais juste dire une chose sur le problème de l'épaisseur temporelle de la carte elle-même. C'est âge du bronze ici. Alors, il y a une carte, bien sûr, c'est un choix de découpage de l'espace. Ça va de soi. Alors évidemment, c'est toujours amusant d'avoir l'hexagone à l'âge du bronze. Et évidemment, ça nous donne le présent de l'INRAP. Ça nous donne effectivement pas celui de la période de l'âge du bronze. Mais surtout, l'idée que l'âge du bronze, c'est un découpage du temps que l'on peut numériser en donnant, enfin je veux dire donner des dates à peu près à la louche, bien sûr, mais à peu près approximatives, et qui sont elles-mêmes ce qu'on appelle un chrononyme, un découpage des périodes historiques, qui est en soi lui-même un coup de force, qui est un choix, et qui, de ce choix, là c'est le géohistorien qui parle, n'a de sens que s'il est localisé. Ça, c'est absolument important parce que âge du bronze, si on se situe à 10 000 km de là, c'est possible que ça puisse avoir sens, mais certainement à d'autres dates. Voilà. Oui, mais alors juste pour rebondir, si je peux me permettre, du coup, c'est plus la date qui est importante. Effectivement, on appelle ça l'âge du bronze à partir des systèmes typochronologiques mis en place au Danemark au 19e siècle, avec ce classement ternaire dont on avait comme ça une origine bien plus ancienne. Mais du coup, c'est pas l'âge du bronze où on a consommé le plus de bronze. On en consomme bien plus aujourd'hui, sans doute, qu'à l'âge du bronze. En revanche, on s'aperçoit que cet âge du bronze correspond à un élément anthropologique extrêmement fort, qui est en revanche l'arrivée de l'incinération et la diffusion. Donc voilà, d'une archéologie 19e qui était le classement dans un musée des objets, et d'où la définition d'un âge du bronze. Ils avaient vu quelque chose de particulier, l'arrivée d'une nouvelle métallurgie. Ils ne savaient pas que derrière ces objets, il y avait une nouvelle population, de nouveaux enjeux. Et aujourd'hui, l'archéologie que l'on fait permet de dire oui, il y a de nouveaux arrivants, oui, il y a une nouvelle occupation du territoire, et oui, du coup, il y a l'apport de nouvelles techniques. Presque, on pourrait aujourd'hui parler de l'âge de l'incinération. Voilà. Et du coup, le retrouver avec d'autres dates, dans d'autres régions, avec le même sens. On est donc déjà en train de voir qu'il y a un intérêt à croiser temporalité et lieu. Une question très naïve et qui est sans doute avec une réponse subjective. Là, ce qu'on voit, c'est une progression et on comprend du premier coup d'œil qu'il y a progression. Si, pendant cette progression, la pratique s'était perdue, mettons dans la zone la plus au nord, est-ce qu'il vous aurait semblé pertinent d'essayer de le représenter avec un code couleur différent, disant ça a progressé de cette manière et sur une zone assurée ou autre, ça s'est perdu, ou est-ce que ça aurait trop compliqué la lecture? Parce que là, l'intérêt, me semble-t-il, de cette carte, sans flèche, c'est de voir cette progression se diffuser. Est-ce que si on rajoute cette information d'une disparition en même temps, ça vous semble éditorialement intéressant? Alors, pardon d'être pragmatique, dans la centaine de cartes qu'on produit dans l'Atlas, on a essayé justement de trouver des cartes qui avaient du sens, des opérations ratées, des interventions politiques ratées, des interventions humaines qui n'ont pas fonctionné et que du coup on arrive à mal percevoir. Pour si peu que justement derrière le terme raté, on en connaisse tous les aboutissements. Du coup, on les a écartés. Donc là, du coup, c'était quelque chose, un mouvement qui nous semblait avoir du sens, qui nous semblait justement justifier cette notion d'âge du bronze, qui permettait de justifier cette histoire en tranches, comme le disait Le Goff, mais en prenant quelque chose qui fonctionnait. Et puis, du coup, maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'interroger pourquoi dans ce secteur de la Provence orientale et des Alpes-Maritimes, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que les populations locales sont rester en dehors des influences technologiques ou des influences d'apport nouvelles, etc. Donc du coup, la carte, elle reflète quelque chose, elle donne effectivement des blancs sur lesquels il faut aller travailler, mais elle donne aussi des blancs, ici représentés en vert, sur lesquels on re-questionne l'espace de manière différente. Alors vous posez une question d'écriture cartographique.
qui, bien sûr, a une réponse ça existe, hein, je veux dire, des cartes où on a eu une diffusion, mais qui a une déprise. Parce qu'il ne faut pas oublier, on va voir beaucoup de cartes de diffusion, qu'une diffusion, c'est aussi une rétractation. Ça peut se lire à l'envers, une carte de diffusion. C'est-à-dire une disparition de l'inhumation. Voilà. Donc, il y a un exemple célèbre en géographie et très ancien, qui est ce qu'on appelait le front pionnier caféier, dans l'arrière-pays de São Paulo. Lorsqu'au XIXe siècle, les Occidentaux se sont mis à boire beaucoup de café, ça a développé d'énormes plantations qui ont en même temps ruiné rapidement le sol. Donc il y avait un déplacement d'un front pionnier, mais qui fait qu'il y avait une déprise en arrière de ce front pionnier. Alors bien sûr, techniquement, c'est très possible de le représenter cartographiquement avec ce déplacement que l'on a. D'ailleurs, le déplacement des fronts militaires, comme on en verra tout à l'heure, c'est exactement ce genre de choses. Là, il s'agit de la diffusion de la nouvelle de la mort d'Henri IV. Oui, ben voilà une carte de diffusion. J'ai évité de prendre les deux grands classiques qu'on a trouvés très très longtemps, pendant des décennies, dans des manuels qui étaient d'ailleurs La peste noire en Europe, et non pas à l'échelle du monde, et puis la Grande Peur. Alors qui elle-même est maintenant très très contestée par les historiens, donc je m'en suis gardé. Alors ça, c'est plutôt moins connu et plus amusant, qui est le fait que l'information, c'est quelque chose qui met du temps. Là, dans le numéro de la géographie qui est actuellement au Salon du Livre, j'ai fait une petite chronique sur les nouvelles de la guerre de sécession en Europe. Il se trouve que la guerre de sécession a bloqué la mise en place des câbles atlantiques. Le premier avait été fait juste avant, mais il est tout de suite tombé en panne, des câbles télégraphiques, je voulais dire. Et ensuite, c'est après la guerre de sécession qu'on s'est mis à connaître. Ce qui fait que les années 1863-64, pendant la guerre de sécession, les Européens mettent 15 jours à connaître les combats qui se passent en Amérique du Nord. Et inversement, aux États-Unis, on met quelques minutes, à New York en tout cas, pour connaître les nouvelles de la guerre franco-allemande 1870-71, donc presque quelques mois plus tard, ou la Commune ensuite. Bon, là, vous voyez le temps qu'il faut, hein, qui peut être de plus de 10 jours, pour savoir qu'Henri IV a été assassiné. Alors évidemment, il faut se souvenir de l'équilibre politique complexe dû à l'édit de Nantes de 1598, et que, évidemment, vous avez dans le sud de la France, dans ce qu'on appelle le croissant protestant, vous avez des révoltes immédiatement à l'assassinat d'Henri IV. Voilà. Donc vous avez ce phénomène qui est à la fois une carte qui montre une progression, sans régression, parce qu'on n'oublie pas, là, sinon c'est évidemment, et vous avez effectivement l'effet politique que cela peut représenter, avec un décalage considérable. Peut-être pour vérifier dans quelle mesure il faut détailler la lecture des cartes. Est-ce que tout le monde voit bien à peu près les chiffres? Ce qui est rouge, là, c'est 1 jour. Ce qui est très très pâle, c'est 10 jours. Au fond, ça va? Vous arrivez à voir tout ça? Ouais. Ok, super. N'hésitez pas, sinon, s'il y a besoin qu'on donne un petit peu plus de détails. On s'intéresse maintenant à la diffusion de la peste noire. Pour en dire quoi? Oh, là, c'est une carte de diffusion tout à fait classique. Simplement, je l'ai dit il y a un instant, la grande classique des cartes qu'on trouvait dans tous les manuels d'histoire, c'était la peste noire en Europe. Alors, je suis très fier d'avoir, c'était même avant l'Atlas mondial, pu faire avec des historiens compétents une carte de la peste noire à sa bonne échelle. C'est ça le point important, parce qu'en Europe, ce n'est qu'un aspect d'une pandémie qui était dans ce grand bassin épidémiologique qui correspond à l'axe de l'Ancien Monde, hein, à cette circulation qu'il y avait de la Méditerranée au Japon. La peste noire, c'est à cette échelle-là qu'il faut la voir, parce qu'elle n'est pas née en Europe, elle est arrivée en Europe via les steppes ukrainiennes. Vous avez là quelque chose qui pose la question effectivement du cadrage spatial de l'événement, l'événement qui a une épaisseur d'un siècle pratiquement, et ensuite ce que vous avez, c'est les dates que vous avez, c'est les informations, les couleurs, c'est de la généralisation. Donc vous avez les informations qui sont les fouilles archéologiques correspondant à des cimetières, hein, que l'on a pu trouver. Et nous voulions donc parler de ces 5 cartes maintenant qui montrent l'évolution entre Chicago et Saint-Pétersbourg. Oui, alors qui n'ont aucun lien entre elles, hein, bien sûr. Mais juste, c'était 2 autres modes de représentation que je trouvais intéressantes de temporalité avec ces cartes diachroniques qui montrent à la fois donc de façon séparée, donc sans zone de diffusion sur une même carte et sans flèche pour celle-ci, qui montre donc l'évolution de ces 2 villes et qui me semblait, moi,
intéressante d'un point de vue pédagogique et par rapport à ce qu'on peut mettre dans et cartographier pour les atlas, qui peut permettre de varier des représentations tout en étant tout aussi clair, il me semble, que si on avait superposé les deux informations sur une même carte avec des couleurs différentes, par exemple. Et voilà. Et là, on a utilisé aussi pour Saint-Pétersbourg, comme vous voyez, donc 3 codes couleurs qui permettent à la fois de montrer la diffusion par période, par date, mais aussi d'en avoir une compilation sur la dernière carte. Voilà, donc c'était pour montrer ces modes de représentation un peu différents des questions de diffusion, et qui permettent aussi de concentrer sur 2 dates un peu importantes pour chacune des 2 villes, sans avoir toutes les étapes intermédiaires qui étaient sans doute moins parlantes pour le propos. Et une question qui serait tout à fait d'ordre éditorial, par exemple dans un atlas, pourquoi choisir de montrer 2 cartes représentant peu ou prou la même zone plutôt qu'une avec 2 codes couleurs superposés sur la même carte en elle-même? Qu'est-ce que ça permet d'offrir comme clé de compréhension? Alors, ça permet surtout de varier les représentations et de faire en sorte que l'atlas soit moins linéaire en termes de représentation et moins peut-être rébarbatif. Mais voilà, c'est surtout une question de variation de représentation, et là de mettre l'accent sur 2 dates importantes ou 3 pour chacune des 2 villes. Mais je pense qu'en termes de compréhension, ça ne change pas grand-chose sur l'évolution du phénomène représenté. D'accord, c'est plus une question de varier les modes de découpage. Ouais. D'accord. Et donc, sur cette carte, que voulez-vous représenter sur cette première de la série des cartes à flèches? Oui, Dominique Garcia a évoqué le fait que je parlais beaucoup des migrations et de l'homme migrant. Il se trouve que dans un mois, enfin dans 6 semaines à peu près, au musée de l'Homme, où j'ai bien, il y a une expo qui s'appelle Pure Migration, qui va paraître, et je me suis occupé évidemment de la cartographie, et j'ai eu des discussions tout à fait intéressantes avec les spécialistes d'anthropologie physique, donc qui s'intéressaient aux espèces Homo, et sur l'usage des flèches. Donc je suis un peu obsédé sagittal actuellement, donc j'ai écrit d'ailleurs dans le catalogue un article sur la flèche dans la carte. Alors cette symbolique qui consiste à prendre un trait et à mettre une pointe au bout, c'est quelque chose qui est un des modes de représentation de la temporalité les plus banals sur la carte et ailleurs, sur des schémas par exemple. Le problème c'est que ça ne représente pas que ça peut représenter un lien logique par exemple, donc ça veut dire, c'est pas... ça peut représenter un changement purement temporel dans un même lieu aussi. Donc c'est sur la carte souvent assez complexe. Le problème, c'est que si les archéologues là cette fois-ci, d'il y a 100 000 ans, connaissent le point de départ à peu près, et surtout le point d'arrivée, parce que c'est à partir de tel ou tel site de l'espèce Homo sapiens que l'on peut tracer ce genre de flèche, on n'a aucune idée de l'endroit où ils n'ont pas laissé leurs traces hôtelières aux différents lieux, donc on ne sait pas où ils sont passés. Alors, je pouvais remarquer que cette carte, qui est pourtant tirée d'un de mes atlas, a un phénomène tout à fait habituel, qui consiste à partir d'Afrique, out of Africa, comme on dit dans la préhistoire, le récit préhistorique traditionnel, et on le fait passer par le Sinaï, l'isthme de Suez. C'est l'idée que ce contact... Alors en plus, puisqu'on a évoqué l'abaissement du niveau marin tout à l'heure, la mer Rouge avait quasiment disparu. Donc c'était, si on se place il y a 100 000 ans, l'idée qu'il soit passé particulièrement par là. Alors il se trouve néanmoins qu'il y a des sites archéologiques importants qui sont indiqués dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, pour les premiers sapiens hors d'Afrique. Mais néanmoins, il faut bien être conscient de l'extraordinaire généralisation, car c'est une génération linéaire cette fois-ci, mais une généralisation que représentent ces flèches. Mais en même temps, évidemment, si on ne le fait pas, ça devient totalement incompréhensible, ou c'est une seule base d'information de type archéologique, et ça n'intéressera pas ou ça n'expliquera pas grand-chose, alors qu'effectivement, il y a bien eu migration. Donc il s'agit bien quand même fondamentalement de garder cette idée.
Non, juste un petit élément. Moi, je suis pas spécialiste, mais effectivement, tout ce qu'a dit Christian est clair et net. Il y a le point de départ, l'Afrique, indiscutable, et puis il y a les points d'arrivée, effectivement, où on le retrouve en Eurasie. Et peut-être que le passage par le Sinaï est aussi quelque chose qui avait peut-être aussi un peu de temps. Il fallait qu'il passe vers cette terre-là, quoi. Et jamais il passe par Gibraltar, et pourtant les découvertes aujourd'hui au Maroc donnent des informations importantes. Il y a un passage obligé, même dans une tradition qui est documentée, mais qui pourrait être aussi interrogée, parce que effectivement le poids de la flèche est extrêmement fort. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la flèche oblige à discrétiser, à faire des catégories. À dire au-delà de ce certain seuil, on en parle, en dessous, on n'en parle pas. Presque comme un mouvement obligé, quoi. Comme aujourd'hui, quand on regarde le trajet d'un avion, on souhaite, on espère qu'il suivra bien le sens de la flèche. Et donc là, la sortie d'Afrique devait passer par une terre promise avant d'arriver sur un espace eurasien. C'est voilà. Comme vous venez de passer aux cartes de bataille, je voulais juste signaler que je me suis donc penché sur l'histoire de la flèche, dans l'histoire cartographique de la flèche, que l'origine, elle est là. C'est-à-dire pas, bien sûr, c'est des cartes récentes cette fois-ci, mais les premières cartes avec des flèches sont au XVIIe siècle, des cartes de plans de bataille. C'est les militaires qui ont inventé la flèche, je dois dire. Mais après tout, l'arc est un objet militaire. Les cartes géographiques plus classiques, la carte de diffusion, je crois qu'on la voit tout à l'heure, la carte de migration, c'est seulement la fin du 19e. Et il y a un moment sagittal dans l'histoire de la cartographie, dans la seconde moitié du 19e, où on se met à mettre des flèches partout, qui correspond d'ailleurs au moment où on invente les mathématiques vectorielles. Et donc, il paraît que la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, les cartes aussi, visiblement. Oui, un peu. Et moi, je voulais vous montrer ces deux cartes ou séries de cartes pour justement reparler à la fois de la flèche et de la temporalité, puisque là, on est dans l'exemple parfait d'une représentation d'un mouvement, mais d'une représentation figée d'un mouvement. Et donc, il y avait cette petite carte de la bataille de Chausim qui montre à la fois tout ce qui s'est passé dans les deux camps, mais on n'a aucune notion de quand ça s'est produit, est-ce que c'est simultané, pas simultané, l'un après l'autre, ou pas. Et cet autre exemple de la bataille de la Hougue, qui permettait, alors c'est surtout pour les 4 petites cartes qui sont en bas, où vous voyez, j'espère, qu'il y a en fait des temporalités différentes, c'est-à-dire qu'on a une date avec des heures différentes. Donc là, il y avait évidemment le travail des sources dont on a parlé tout à l'heure qui se reposait là. Mais si on a des sources, on peut montrer des choses assez précises. Et là, je trouve qu'on voit assez remarquablement bien toute la technique d'encerclement de cette bataille navale, du coup heure par heure, et qui du coup là est une sorte de représentation à la fois de la spatialisation, enfin, d'une temporalité dans un espace, avec voilà, tout ce système par phase, et où là l'intérêt de le décomposer permet vraiment de montrer le mouvement, même si ce sont évidemment des cartes figées. Donc c'était intéressant. Elles me semblaient intéressantes pour c'est une bande dessinée. Oui, un peu. Un peu, mais voilà. Donc peut-être pour les rendus fonds, en bleu, ce sont les Français, en rouge, les Anglo-Hollandais. Tout se passe le 19 mai. À gauche, c'est à 11h et ça finit à 17h quand on voit ce mouvement d'encerclement parfaitement achevé. On est donc de nouveau sur une carte de migration. Je l'ai évoqué il y a un instant, c'est ce qu'on considère comme la première carte représentant des flux migratoires de manière sagittale, avec des flèches. Alors c'est pas beau, hein, on voit bien qu'on met du temps à acquérir des rites rhétoriques graphiques qui permettent de faire quelque chose de lisible. En gros, on n'y voit rien, hein, si ce n'est qu'on voit que dans le Royaume-Uni de la fin du 19e siècle, on bouge beaucoup. Voilà. Alors, c'est des mouvements locaux à partir des statistiques, puisqu'il y a des recensements, hein, c'est du travail sérieux. Et l'Irlande fait partie complètement du Royaume-Uni à l'époque. Mais vous avez effectivement ce brouillon. Enfin, c'est pas un brouillon, ça a été publié. C'est un travail d'un cartographe allemand, mais qui travaillait à Londres. C'est l'origine de toutes nos cartes migratoires qu'on a fait depuis. Et donc, cette carte de Ravenstein date de 85. Avant, on parlait à peu près de la moitié du 19e siècle. Avant, il n'y avait jamais eu
de volonté de montrer les déplacements de population? Si, T'avais jamais- mais on faisait que les flux déjà. On avait commencé par l'idée vraiment de le représenter de manière systématique. On considère comme la première carte. Et donc sur cette carte, là, c'est une carte figurative, sans flèche, sans déplacement, qui est dure à analyser en fait avec notre œil éduqué tel qu'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est un tout petit monde, à l'histoire de la cartographie, c'est une grande vedette que cette carte. Ça représente le flux de la grande armée, enfin les grandes surtout au début, de Napoléon lors de la campagne de Russie en 1812. Donc, vous voyez à gauche, c'est-à-dire classiquement à l'ouest, l'armée part très épaisse, c'est 800 000 hommes, et puis au bout, il y a Moscou, et puis en noir, vous avez le retour. Ce que je regrette, mais on n'avait pas une bonne idée à l'époque historique, c'était qu'on aurait pu mettre les températures. C'est un élément, une information intéressante. Vous avez une courbe, d'ailleurs, en dessous, qui nous donne quand même quelques informations tout à fait intéressantes là-dessus. Alors, cette carte, elle est de 1869. Elle a été faite par un monsieur qui s'appelle Minard, Charles-Joseph Minard, qui a été un grand inventeur en matière de cartographie. Donc, il s'agit fondamentalement d'une flèche, puisque ce que vous avez, à chaque inflexion du flux de l'armée, de la grande armée, vous avez des dates avec une chronologie. Aller et retour, et puisque c'est à peu près le même itinéraire. Heureusement, c'est pas tout à fait le même, parce que ça aurait été superposé, ça aurait été plus embêtant. Donc, vous avez là quelque chose qui nous donne une première information qui est l'itinéraire avec les dates, donc on est bien dans une carte du temps, et puis en plus, l'épaisseur du trait qui nous donne la disparition progressive de la grande armée sous le coup des contraintes climatiques et de l'armée russe. Et une autre manière de représenter le déplacement, toujours sans flèche, et là c'est avec une sorte de superposition. Oui, parce que moi j'aime bien l'esprit de contradiction, donc je montre des cartes de diffusion sans limite et sans flèche. Et c'est une carte qu'on avait publiée dans notre atlas historique des États-Unis et que je trouve assez à la fois remarquable et assez marrante et très parlante, puisque donc là vous avez ce centre démographique qui se déplace de l'est des États-Unis vers l'ouest, qui montre donc la progression des déplacements de population, qui sous-entend du coup vraiment les déplacements de population des États-Unis depuis la façade nord-est vers le sud-ouest. Et on est dans une temporalité, parce que chaque point correspond à une date. Et voilà, sans représenter l'intégralité des États-Unis et sans avoir du coup cette échelle du pays, on comprend que les migrations au cœur du pays ont évolué et se sont déplacées. Voilà, je trouvais une petite carte intéressante, sans zone ni flèche. Et ceci dit qu'on voit pas tellement plus de flèches ici, c'est peut-être une lecture d'y voir une flèche aller, une flèche retour. Là aussi, on peut se projeter, imaginer nous-mêmes la flèche. On aurait pu tout à fait relier les points, mais bon, ça aurait un peu sans doute alourdi la carte. Un détail pour ces deux cartes, on aurait pu mettre des flèches, mais c'était pas mieux. Oui, c'est ça. La carte des armées napoléoniennes, elle est lisible et puissante, et cette carte, elle est lisible et puissante. Donc, oui, et là, ça permettait aussi de varier les représentations, parce que j'aime. Alors, bien qu'on ne se lasse pas quand on lit nos atlas. Dans les deux cas, ça marche parce qu'il y a un déplacement linéaire simple. Là, en particulier, on va d'est en ouest. S'il y avait des boucles, si on voulait le faire pour la France, ça serait très compliqué. Ça serait très peu lisible, en fait. Là, il s'agit aussi de montrer que certains sites sont inventoriés, diagnostiqués et autres. C'est une carte aussi d'une diffusion peut-être plus compliquée à analyser, me semble-t-il. Oui, alors plus compliqué, bon, tant pis. Non, on n'a pas voulu que ce soit plus compliqué. On a voulu justement pour cette carte, dans l'atlas, généraliser. Tout à l'heure, on parlait de préciser, de donner des mouvements. Là, le but, il était au contraire de casser la vision un petit peu classique qu'on avait, orientée,
dans le sens générique du terme, pour généraliser. Quand on parle d'art préhistorique, si on l'interroge dans la rue, les gens citeront Lascaux, Cosquer, la grotte Chauvet, c'est-à-dire comme si l'homme préhistorique ne produisait de l'art qu'au fond des grottes, et que dans la vallée de la Vézère, et que dans les zones méridionales. Et là, cette carte, elle présente les illustrations artistiques sur l'ensemble du territoire national, certes dans les endroits concentrés, parce qu'on se retrouve sur des terrains karstiques dans la vallée de la Vézère, mais aussi en Angoulême, mais aussi à Amiens, mais aussi dans la forêt de Fontainebleau, mais aussi en Provence, etc. Et donc, c'était là aussi peut-être pour aller plus loin, pour ouvrir des portes. Quand on parle de ces grottes avec cet art orné, du coup on dit les chamans, on dit la religion, on dit les endroits cachés, comme si tout ça se faisait de manière obscure et camouflée. Or aujourd'hui, grâce à l'archéologie préventive, où on réalise de l'archéologie en lien avec l'aménagement, par définition la plupart de ces aménagements, et c'est plutôt bien, ne se font pas au fond des grottes, mais sur des surfaces de plein air, et du coup révèlent des sites en grande surface, dans lequel on retrouve des traces de ces pratiques artistiques, de la Bretagne jusqu'au Morvan et du nord jusqu'au sud, et qui montrent que cet art préhistorique était partout, différent, avec des variations, mais en tout cas que l'art n'était pas qu'au fond des grottes. Et donc voilà, une carte qui vise non pas à pointer, à préciser, à donner un mouvement, mais à généraliser pour casser un petit peu l'ordre des chapitres quand on étudie la préhistoire ancienne, en disant l'habitat est partout, la mort est partout, et l'art est juste là. Non, l'art était avec les hommes. Voilà. Et cette carte qui peut aussi faire écho, je pense, à celle qui suit. Alors cette carte qui est, me semble-t-il, originale et qu'on retrouve dans l'Atlas, c'est les religions du livre, mais qui, là, moi, si je tenais à ce qu'on, mes collègues travaillent sur cette carte, parce que effectivement, nous, Institut d'archéologie nationale, travaillant sur le territoire national dans le cadre d'une loi spécifique à la France, on avait tendance à zoomer là-dessus. Et derrière ça, il y avait aussi le cas du roman national. Faut-il commencer notre histoire et illustrer notre histoire à Vercingétorix, à Clovis, à Charlemagne? On connaît tous le discours. Mais du coup, même quand on prend un petit pas de côté par rapport à cette démarche, on s'aperçoit que quand on présente une carte de la christianisation, on présente une carte sans rien derrière, comme si la religion chrétienne arrivait sur un terrain qui n'avait pas été polythéiste. Et comme si cette religion chrétienne qui s'étendait de manière forte pour devenir majoritaire, elle était paradoxalement majoritaire par rapport à du vide. Donc sur cette carte, on a représenté l'ensemble de la documentation liée aux religions du livre, bien entendu avec les premiers points de présence chrétienne, notamment près des cités, notamment près du littoral, et ensuite son extension du IVe siècle jusqu'au XIe siècle, où effectivement elle est majoritaire, presque unique, enfin officiellement unique, mais les archéologues arrivent à retrouver des amulettes, à retrouver des traces, comme quoi il y avait quand même un reste de paganisme qui reste. Donc ce mouvement de l'arrivée de la religion chrétienne, sous un fond rose qui est celui du polythéisme et du paganisme, pour montrer quand même que pendant longtemps, c'est une religion qui était minoritaire, et ensuite en pointant sur deux autres religions qui sont la présence juive, connue sur le territoire national dès le changement d'ère. Il y a une lampe à orgon du 1er siècle, il y a un sarcophage inscrit à Arles qui date lui aussi du 1er siècle, et ensuite on en a des traces plus importantes à partir du 3e et du 4e siècle, donc montrer la présence juive sur le territoire national, donc voilà, donner un coup d'éclairage sur ces zones blanches de notre histoire, et puis aussi marquer cette présence musulmane qui existe au 8e siècle dans le Midi, dans le Roussillon, en Languedoc, et on a même retrouvé il y a quelques années à Nîmes une nécropole chrétienne avec dedans un carré musulman, des personnes qui étaient enterrées selon le rite. Donc c'est pas uniquement des gens qui avaient été des esclaves ou des gens abattus, vu qu'ils étaient enterrés en respectant le rite en tant que tel, et où les études ADN ont
montrer que c'est des populations qui venaient d'Afrique du Nord. Et on a des traces encore à Marseille jusqu'au XIIe siècle de ces petits groupes qui, cette fois-ci, étaient sans doute des artisans qui ont produit les premières céramiques vernissées, notamment en Provence. Donc voilà, montrer une carte de la religion un peu différente, en les superposant, en montrant le mouvement, mais en montrant que le mouvement ne s'est pas fait sur une carte vide, avec des petits points, mais bien dans un cadre qui était beaucoup plus complexe. On en arrive à une problématique dont on parlait tout à l'heure, la simultanéité, c'est-à-dire comment montrer plusieurs événements qui se passent en même temps dans une même représentation graphique. Je vous remercie. En tout cas, je suis content qu'on ait accepté une représentation graphique qui ne soit pas à proprement parler une carte, même s'il y a 4 petites cartes annexes. C'était la version graphique de l'introduction que j'ai faite à l'Atlas historique mondial il y a maintenant 5 ans. Alors, c'est une frise, ce qui est un autre exercice graphique, avec les respects classiques de la rhétorique de la frise, c'est-à-dire l'écriture dans le sens de l'écriture. Pour nous, le temps va de gauche à droite parce que c'est le sens de notre écriture. Je signale d'ailleurs que même dans les sociétés où on écrit de droite à gauche, les figures graphiques, les courbes d'évolution, par exemple, vont de gauche à droite. Dans les manuels, même si vous lisez ni le chinois, ni l'arabe, enfin ça serait plus vertical, ni l'arabe par exemple, regardez des manuels d'économie où il y a des graphiques, vous verrez que les courbes sont de type latin, j'ose dire. Ça m'a toujours amusé. Donc l'idée était de représenter un problème qui est celui de tout auteur d'un atlas historique d'une superficie assez grande, je veux dire en l'autre ordre, un atlas mondial. Si on se situe aujourd'hui en temps de mondialisation, on peut considérer que toutes les sociétés sont simultanées. C'est pas si simple, hein. Mais il y a un instant, on parlait de l'âge du bronze et on disait, bah oui, effectivement, en Gaule, cet âge de l'incinération, qui est rangé pour des raisons d'habitude de lecture du temps dans l'âge du bronze, est-ce que ça aurait sens chez les Amérindiens, chez les Japonais, etc. Évidemment, non. Donc on est dans non pas une simultanéité, une discordance des temps, pour reprendre l'émission de Jeanneney. On est dans des moments différents et dans un atlas, ça se traduit tout simplement par la construction du plan. C'est-à-dire savoir qu'est-ce que l'on met avant, après, puisqu'il y a une temporalité d'un livre qui est celui de la succession des pages. Alors certes, on travaille autrement comme nous en double page, qui ont leur autonomie et qu'on peut dire, après tout, on a mis une double page avant une autre, mais on pourrait les permuter. Mais malgré tout, il y a une lecture dans tout livre qui se fait dans nos habitudes de lecture. Donc, quand on fait un récit du monde, il y a, en remontant le temps, un moment où on a de la non-simultanéité, ce qui ne veut pas dire que c'est des décalages chronologiques. C'est ça qui est important. Évidemment, si on était dans un modèle évolutionniste du 19e siècle, hérité des Lumières, hérité de Condorcet, on aurait les sociétés qui se succéderaient, et certaines seraient en avance, d'autres en retard. On a beaucoup employé ces expressions. Auquel cas, ce n'est pas vraiment un problème, puisque dans ce cas-là, on pourrait imaginer un atlas qui accepterait, on jouerait ce jeu, et on aurait des sociétés paléolithiques qui pourraient tout à fait être du début du XXe siècle, puisqu'il y a des sociétés de chasseurs-cueilleurs, des Inuits, des aborigènes australiens, qui étaient encore tout à fait actives. Enfin, ça commençait à être mal tourné pour elles, mais enfin, disons au XIXe siècle. Donc, dans ce cas-là, on aurait un modèle intellectuel dans lequel on placerait une temporalité qui serait celui du modèle d'évolution. Si on ne se retrouve pas dans cet élément-là, on peut tenir compte des différents types de simultanéité, puisqu'on a dans le système Terre, sur la planète Terre, des sociétés disjointes les unes des autres, non connectées, je dirais, et qu'il s'agit de les représenter. Donc, vous avez ici des numéros qui représentent les parties de l'Atlas en couleur, et c'est traduit à des moments donnés par des petits planisphères qui cherchent à l'illustrer, sachant qu'on a un moment clé. Aujourd'hui, on n'utilise plus la formule sacrée des grandes découvertes, puisqu'elle est évidemment très eurocentrée et très, de ce point de vue-là, toute
bonne critique postcoloniale l'a évidemment éliminé, mais néanmoins, il y a une grande connexion qui se produit entre ces sociétés, et qui est due de fait aux acteurs européens et qui aurait pu être due à d'autres, qui se produit fin 15e, début 16e. Donc, le machin 6 qui est au milieu en orange, c'est ça, c'est ce moment où il va se produire. Donc, on a fait un arrêt sur le monde au 15e siècle. Mais comme Boucheron l'avait fait sous forme de texte, mais pratiquement pas cartographié. Mais vous avez les sociétés antérieures avec un élément central qui est justement les sociétés qui étaient déjà mondialisées, qui étaient déjà connectées entre la Méditerranée et le Japon. Donc c'est la partie 3. Et puis les autres, qui est avec un éclatement un peu des situations que l'on pouvait avoir. Et progressivement, on a une construction du niveau mondial. Donc ça permet de penser le temps avec le problème justement des découpages chronologiques qui sont géographiques. Moi, j'aime bien souvent dire où est l'Antiquité, mais on pourrait le faire pour n'importe quelle période, où est l'âge du bronze, parce que évidemment, ça a une définition régionale. Ça s'applique qu'à une toute petite partie des sociétés, à un moment donné. Vous aviez ensuite choisi cette carte. C'était pour l'Axe, donc on peut la zapper, si j'ose dire, parce que vous avez là la notion de simultanéité qui est présente. Vous avez des Romains et les Han, on se situe au 1er siècle de notre ère, vous avez les Parthes, des Kushan et d'autres, mais on est bien au même moment, à cette échelle-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des autonomies de temporalité romaine et Han, par exemple. Mais il y a des phénomènes comme ce qui se passe dans les steppes, où vous avez des peuples des steppes qui vont au IIe siècle contribuer à la destruction de l'empire Han, qui vont être les Huns Hephthaliques qui vont détruire l'empire Parthe, et qui vont ensuite être ceux qui ont l'empire romain. Donc on est dans des éléments où il y a du temps aussi qui se produit, là en l'occurrence d'est en ouest. Et alors là, c'est une carte sur laquelle on a pu discuter, notamment en interne. Tout à fait, mais je voulais prendre le contre-pied. Donc on fait un petit bond dans le temps, parce qu'on est arrivé donc en mai 68, et c'était un peu un contre-exemple justement, et montrer un peu les limites de la carte. On peut aussi faire de l'autocritique, et je suis la première à en faire quand il faut la faire. C'était pour vous montrer cette carte, notamment la petite carte mondiale, qui montre les principaux soulèvements étudiants dans le monde. Mais qu'est-ce qu'elle montre, cette carte ? À part des points, pas grand-chose d'autre. Voilà, c'était pour vous montrer aussi et attirer votre attention sur vraiment l'importance à la fois de ce qu'on met sur une carte, mais l'importance de la lecture qu'on peut en faire et des limites de la carte, qui là va pas apporter, il n'y a pas de lien indiqué entre les différents phénomènes, de même que sur la carte de France, à part effectivement un inventaire des points et des zones touchées par l'époque, mais voilà, c'était pour faire un petit contre-exemple de simultanéité sans lien, voilà. Je voulais juste dire que pour construire effectivement du temps, il faut avoir un objet thématique que l'on va définir. Ici, c'est soulèvement étudiant. Ce qui me frappe, c'est nous sommes en 68, c'est-à-dire en pleine révolution culturelle chinoise. Qui est complètement déconnecté puisqu'on a choisi de la détruire. Alors, on sait bien que parmi les soulèvements étudiants dans tous les pays concernés, et entre autres à Paris, il y a des maoïstes. Alors, eux, ils sont connectés avec, de manière fantasmatique. Ça n'a pas grand rapport avec les gardes rouges, mais enfin, ils en rêvent. Et que, inversement, la Chine est un monde totalement autonome. Il est en dehors de cette temporalité et vit sa propre histoire. Donc, c'est un problème. Je ne sais pas si vous voulez le poser, je suppose. Qu'est-ce qu'on fait de la révolution culturelle ? Visiblement non, on a oublié de se le poser. Non, mais justement, je comprends très bien qu'on le mette, on se dit c'est autre chose, c'est une autre temporalité. Vous voyez qu'on a manifesté à Saint-Denis. On voulait, comme dernière thématique, aborder la question des itinéraires, notamment au travers de cette très belle carte, qui donc montre un itinéraire de manière sans flèche, avec une flèche. Oui, c'est un trait qui représente un cheminement mythique. Et alors évidemment, vous ne voyez pas de loin, mais voyez que le trait bleu foncé a des petits points blancs. Alors si vous regardiez de très près, vous verrez que ces petits points blancs sont des marques de pied. Donc il y a des orteils, il y a le talon, et donc il y a un sens. Alors à moins que les gens aient marché à reculons, mais enfin, c'est le cheminement supposé du peuple aztéca pour aller jusqu'à sa ville, jusqu'au moment où on y verrait sur un cactus un aigle tenant un serpent dans son bec. Donc, c'est le moment où ils savaient que dans leur récit mythique, ils devaient s'arrêter. Et ça devient Mexico.
Donc, vous avez ce récit qui est ici repris dans un codex, c'est-à-dire un des manuscrits qui ont été faits par des intellectuels d'origine aztèque ou d'autres groupes indiens de Mésoamérique, généralement dans le cadre de couvents. Enfin, ce qui fait que ce sont des objets largement métis. Mais en l'occurrence, c'est un texte qui reprend, enfin c'est une figure qui reprend la cartographie qu'on connaît, dont on a des témoignages, la cartographie mésoaméricaine précolombienne, pour employer cette expression coloniale. Donc vous avez là une carte d'itinéraire typique. Ce qui veut dire, d'abord, que la cartographie n'était pas le propre du monde occidental ou même de l'axe de l'Ancien Monde. Il y a des cartes, entre autres des cartes polynésiennes, qui sont des cartes qui permettent de se déplacer, puisque l'un des objets principaux des cartes est d'être utile, comme les cartes Michelin qu'on utilisait encore naguère avant le GPS. Ce sont des choses qui permettent de se déplacer d'un point à un autre et de ce fait de représenter du temps, puisque c'est du déplacement. Là, c'est le parcours d'une personne de manière beaucoup plus conventionnelle, mais qui montre notamment par la variation des traits et des types de traits les déplacements qui sont associés. Alors, je ne sais pas si les clignotements ne sont pas prévus, mais ça ne nuit pas à la lecture. Non, c'était une carte fixe. On parlera peut-être du cinéma dans un instant, mais là, c'est juste c'était à propos de la flèche et de l'axe, la représentation par des flèches et le parcours mythique de la plupart des flèches. Il s'agit d'un effort cartographique qui est dû à de grands cartographes qui ne sont pas justement c'est pas tiré de nos atlas, et qui essayent de représenter un parcours exact de migrants. Ce qui veut dire que, justement, quand on représente les migrations, on fait des grandes flèches à la louche qui traversent la Méditerranée ou qui vont en Amérique sans tenir compte du passage. J'ai éliminé une carte représentant les migrations des Latinos aux États-Unis qui passent par le Pacifique. Parce que, comme il y a beaucoup de choses à mettre sur la partie terrestre, on les fait passer par le Pacifique. Ils ne passent pas du tout par là. C'est vraiment terrestre, leur cheminement. Donc, c'est mythique. Et là, pour une personne, parce que pour un migrant qui arrive finalement en Europe, il faut savoir exactement où il est passé. Et là, c'est très, très intéressant parce que si vous regardez précisément ce qui se passe en Europe centrale, vous voyez le piétinement qu'il y a de cet espace avant de pouvoir vraiment pénétrer dans l'Union européenne, cet Afghan qui est réfugié, avec un passage en avion, le rôle de Moscou. Je ne vais pas faire des commentaires géopolitiques, mais il serait facile. Donc, vous avez là, effectivement, une carte qui est assez proche, parce qu'on n'a pas suivi exactement le tracé routier, mais presque. Et le tracé de l'avion, je crois, est tout à fait exact. Voilà. Et du coup, de nouveau un contre-exemple. Et on retourne en arrière avec ces très belles cartes anglaises de la fin du XVIIe, qui sont, comme vous le voyez, aussi des cartes d'itinéraire, mais qui s'affranchissent, contrairement à la carte que Christian vient de vous montrer, s'affranchissent complètement du relief des territoires et de la spatialisation des itinéraires. C'est des itinéraires donc en ligne droite d'un point A à un point B. C'est sans doute un peu l'ancêtre de Waze, mais en dynamique. Mais voilà, mais qui se concentrent sur le trajet, qui disent quand même beaucoup de choses, puisque ça montre à la fois les forêts, les villes traversées, etc. Mais c'était, voilà, comment montrer un trajet du mouvement sans avoir de rapport au territoire. C'est-à-dire qu'à l'inverse des zigzags qu'on voyait avant, là c'est une ligne droite là, qui représente des zigzags sans doute. Sans doute. Et donc, je vous parlais tout à l'heure du fait que certaines cartes pouvaient pas montrer le passé et le futur. Là, on arrive sur un autre aspect de ce que vous vouliez présenter. Oui, on avait choisi d'avoir chacun notre choix final, notre coup de cœur final. Alors, c'est tellement un coup de cœur pour moi que s'il y en a qui étaient au cinéma Empire en fin de matinée hier, ils l'ont déjà vu. Mais voilà, j'étais frappé par le fait que dans nos choix de la construction du temps, enfin, du regard sur le passé que l'on a, il y a évidemment ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ou qu'on ne savait pas voir ou qu'on pensait ne pas exister. Donc, ce que vous avez ici, c'est une carte qui était dans le paquet de cartes qui ont permis de faire l'Atlas historique mondial, donc d'un article de la revue L'Histoire, en d'autres termes. Une carte classique de l'Amérique du Nord, après le traité de Paris en 1863, donc lorsque les Anglais ont piqué les quelques arpents de neige aux Français. Donc, vous avez en rouge les Anglais, en blanc les Français, et donc ce qu'on appelait la Louisiane, et puis en jaune les colonies espagnoles.
Voilà, bon, il n'y a pas d'Amérindiens. Hein. Alors, si vous cliquez, on a des travaux qui sont faits par un historien d'origine finlandaise, mais qui travaille aux États-Unis, et qui nous montrent ce que vous voyez à peu près à la même échelle, en gris, en petits pointillés. Mais justement, c'est pas facile, ça pose un problème d'écriture cartographique, j'en dirai un mot dans un instant, qui est celui de ce qu'on appelle la Comancheria, parce que c'est comme ça que les colons espagnols le nommaient, l'Empire Comanche, qui est, pour aller vite, un empire cavalier qui vit depuis le début du XVIIIe jusqu'à l'après-guerre de sécession, qui va laisser un peu de répit, et qui tient tout le sud des Grandes Plaines, surtout le sud-ouest des Grandes Plaines de l'Amérique du Nord. Cet empire, c'est lui, la société, la structure géopolitique dominante, qui s'imbrique, qui s'emboîte avec les quelques forts français qui peuvent exister, et qui vivent à la fois comme vivaient les peuples des steppes qui construisaient des empires mongols, pour prendre le dernier, le plus connu, en partie de l'attaque et du pillage et de la domination des sédentaires. Là, en l'occurrence, c'était surtout des pueblos espagnols, mais aussi parfois des colons anglais. On connaît les histoires qu'ont données ensuite les westerns. Vous aviez là une structure commerciale qui permettait de maîtriser, puisqu'ils avaient acquis l'équitation très vite, hein, avec les mustangs, c'est-à-dire les chevaux échappés que les Espagnols avaient amenés et qui s'étaient ensauvagés. Voilà, donc on a une structure géopolitique qui n'est pas facile de représenter comme la carte de gauche par une cartographie choroplète, comme on dit, c'est-à-dire des traits fixes, des traits linéaires et un remplissage coloré homogène au milieu. Ce cartographie qui se met en place au XVIIIe siècle en même temps que l'État-nation. Parce que là, on est visiblement dans une structure qui pose les mêmes problèmes cartographiques que l'Empire mongol. Si vous mettez un trait que vous coloriez à l'intérieur, alors qu'il s'agit d'abord de réseaux et ensuite de limites floues. Donc à partir de là, et pourtant c'était une structure solide, hein. Donc on a quelque chose qui nous représente une vision du temps avec, puisqu'il s'agit de cartographie, les limites techniques de nos habitudes cartographiques, entre autres de nos habitudes de lecture, hein, parce que nous, on sait bien pour éditer des atlas historiques qu'on est bien obligé de tenir compte du lecteur, parce que si on fait une carte qui correspondra plus à ce qu'est un réseau, on va finalement aboutir à une carte qui sera beaucoup plus difficile à lire. On va de nouveau parler d'intervention archéologique. Oui, pardon. Donc pour la carte de la fin, moi j'ai présenté une carte sans fin. Cette carte, c'est celle de l'aménagement, de l'artificialisation des sols en France. Vous avez en point les petits points du jaune clair au jaune le plus foncé. C'est le nombre de mètres carrés artificialisés pour chaque commune. Et chaque petit point rouge que vous voyez, c'est les interventions archéologiques auxquelles il faut rajouter les lignes TGV, le canal Seine-Nord-Europe, les réseaux urbains, etc. Chaque année en France, c'est 700 km² qui sont aménagés. Depuis 20 ans, il y a une loi sur l'archéologie préventive qui permet de concilier deux actions fortes, l'aménagement du territoire et la réalisation de fouilles archéologiques en préalable à ces travaux d'aménagement, ce qui fait que depuis 20 ans, mon institut a fouillé 50 000 sites archéologiques. Mais voilà, on parlait il y a encore quelques jours d'un plan zéro artificialisation des sols qui a été un brin d'effet cette semaine et qui va sans doute amener à d'autres artificialisations des terres agricoles, des espaces forestiers, des espaces naturels pour urbaniser, pour aménager notre territoire et qui a transformé en fin de compte en 20 ans le territoire national en grand site archéologique à ciel ouvert. Voilà, chaque aménagement est susceptible de provoquer une fouille archéologique et donc, en fin de compte, de révéler un élément, et par rapport à l'ensemble des données qu'on a vues tout à l'heure, ce qui montre aussi que l'archéologue, ce qu'on oublie parfois, est son propre producteur de données, à la différence du géographe, de l'historien, où les archives existent. Nous produisons les archives du sol, et donc en fin de compte, notre base de documentation est sans cesse renouvelée par ces vestiges. On parlait tout à l'heure des zones pleines et des zones vides. Les zones vides sont des endroits aujourd'hui relativement rares, dans lesquels il n'y a pas d'intervention
Et encore, on voit pour des problèmes de variation climatique, les glaciers qui disparaissent et qui révèlent des sites archéologiques, les tempêtes qui érodent des sites archéologiques sur le littoral, des politiques de reforestation liées au changement climatique aussi qui provoquent des aménagements. Donc voilà, présenter ce grand site archéologique, on a tous en tête ce que Christian appellerait le patrimoine officiel, les sites programmés, mais il y a tout ce territoire qui aujourd'hui est devenu un site archéologique et sur lequel on s'interroge. Et on passe d'une carte sans fin à une autre. Oui, cette carte débutée en 2007. Exactement, c'est une carte que je voulais vous montrer, donc, qui est d'un artiste qui s'appelle Clément Aubry, qui l'appelle dite utopographique. Le fond de carte est une carte topographique. Il a voulu montrer sur cette carte son ressenti, c'est une carte un peu sensible, mais son ressenti sur les dégâts du réchauffement climatique sur le Grand Nord. Et ce que je trouvais intéressant dans cette carte, et pour la thématique du sujet, c'était effectivement qu'il l'a commencé en 2007, donc à partir de maintenant, c'est déjà un peu le passé, mais qu'il a prévu de continuer à l'alimenter et à la construire en fonction de son ressenti sur le monde et la situation mondiale. Et donc c'était un peu pour boucler la boucle et que le présent cartographié à un moment est devenu maintenant le passé qui donc côtoie peut-être à la fois le futur qui est le présent qui deviendra lui-même le passé. Voilà, c'était le mot de la fin. Très bien. Le mien, en tout cas. Merci à tous les trois. On va pouvoir prendre des questions et discuter ensemble à partir de ce qu'on vient de voir. Je ne suis pas sûr qu'un micro circule en salle. N'hésitez pas à lever la main et puis à parler fort. Éventuellement, je reprendrai la question, moi, très brièvement dans le micro pour la reformuler, que tout le monde soit sûr de l'entendre. Oui. Elle figure dans notre atlas, elle est commentée effectivement par ce caractère original. C'est en fin de compte des itinéraires qui sont représentés sur cette carte, avec des distances qui ne sont pas représentées à la bonne échelle, mais pour lesquelles figure le nombre de 1000 romains entre les deux espaces, et qui est en fin de compte, vous l'avez dit, carte Michelin, enfin, c'est un vieux classique par rapport à cette carte, puisqu'elle mentionne et les routes, et les stations routières, et les passages. Christian ? Oui, mais vous avez raison, hein, c'est un grand classique. Quand dans les premières sélections, quand on a pris des cartes d'itinéraire, il y avait évidemment la carte de Peutinger. Mais bon, on a sélectionné. Hein. J'avais trouvé que le Codex Maya était plus original. J'en avais une japonaise aussi, avec des itinéraires, qui est une très très vieille représentation. Et on était bien obligé de sélectionner. Alors, pour tout le monde, c'est un manuscrit médiéval du XIIe siècle. Là, je parle de mémoire, donc il est possible que ce soit approximatif, qui a été sauvé par un humaniste au XVIe, Peutinger justement, et qui recopie une carte romaine. Alors, nous n'avons pas de carte de l'Antiquité, mais on a des traces, des copies, des souvenirs qui sont suffisants. Et là, on est à peu près sûr qu'il s'agit vraiment d'une carte telle que les Romains la représentaient. C'est un manuscrit, c'est un rouleau qui fait 13 mètres, enfin il faisait 13 mètres, je crois qu'il n'y en a plus que 11 maintenant, et il en manque un bout, mais qui représente l'ensemble de l'Empire romain et du monde bien connu des Romains, c'est-à-dire jusqu'aux Indes à peu près, le nord, la vallée du Gange à peu près. Et vous avez la Méditerranée qui est au centre, mais sur un rouleau qui doit faire 90 cm de haut sur donc 11 mètres de long, c'est évident que c'est très très écrasé. Hein, cette vision. Donc vous avez une Méditerranée qui est un petit trait bleu dans toute la partie ouest du rouleau, avec le nom des petits châteaux, enfin des petites villes, ça c'est probablement le copiste médiéval qui l'a fait, des petits châteaux, et vous avez entre des distances. La lyre aujourd'hui
ça saute pas aux yeux. Hein. Il faut vraiment s'accrocher et faire une transcription pour vous dire, ça c'est la Bretagne, ça, et toutes les villes n'y sont pas. Donc je sais pas, je ne pense pas qu'elles soient liées, mais vous voyez, souvent on est très vexé parce qu'on n'a pas sa ville dans le... Voilà. Mais effectivement, c'est une carte d'itinéraire et qui est très très intéressante parce que justement, ça montre bien qu'il y a deux types d'usages très très anciens et néolithiques au minimum des cartes, qui sont l'appropriation. J'avais justement montré hier le cadastre de Bedolina, c'est-à-dire les premières formes historiques de cartes gravées rupestres sur, enfin c'est pas rupestre, c'est en plein air, mais c'est sur un rocher. Vous avez cette carte d'appropriation des terroirs qui était en bas, donc c'est pour ça qu'on dit le cadastre. Et puis, vous avez des cartes de trajet qui sont l'autre forme de déplacement. Il n'y a pas de flèches, justement, qui sont l'autre forme de déplacement. On a ces deux types de cartes. Et effectivement, vous avez raison, le rouleau de Pottinger est l'un des plus célèbres. Bonne nouvelle pour la prochaine question, on a un micro. Merci. Non, oui, il marche. Oui, puisqu'on parle de lisibilité des cartes, je vais juste vous faire une suggestion à ceux qui parlent. Un jour, vous mettrez dans l'assistance et vous verrez quelles sont les cartes que vous avez montrées qu'on peut lire dans une salle où c'est en grand. Il y a certaines cartes que vous avez montrées qu'on lit absolument bien et d'autres où on se dit non, si on n'a pas le nez dessus sur un bouquin, elle ne passe pas. Donc la visibilité de la carte n'est pas évidente entre ce que vous pouvez mettre dans un atlas et ce que vous pouvez projeter. C'était juste une remarque comme ça, ou alors c'est mes yeux qui fatiguent, ou alors ça. Non, ne vous inquiétez pas, moi qui ai de très mauvais yeux, je vous comprends. C'est le vieux prof que je suis. Hein. Effectivement, il y a une question essentielle. Alors, cela dit, c'est pas pour nous défendre. Hein. D'abord, on sait pas exactement ce que ça va donner à l'écran. Nous, même maintenant, avec pourtant beaucoup de métiers en la matière, je peux pas vous dire précisément si la carte sera visible ou pas. Ça dépend du rétroprojecteur, de la taille d'écran, et que ça, on maîtrise pas à l'avance. Hein. Bon, mais là, surtout, une carte a deux niveaux de lecture. Ce qu'on appelle souvent, on dit souvent qu'il y a des cartes à lire et des cartes à voir. C'est une formule de Jacques Bertin, le grand pape de la cartographie. Donc, les cartes sont toutes à voir dans une certaine mesure. On peut avoir une appréciation globale, même d'une carte par point, qui est extrêmement précise, hein, comme on a eu quelques cartes archéologiques, qui nous donne un élément très particulier, mais on a une vision globale de la distribution des points. Donc c'est ça la carte à voir, même dans une carte à lire, hein, dans une carte détaillée, où on peut aller chercher une information précise. Et voilà, il faut se mettre le nez dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui veut dire que, malgré tout, on peut quand même la projeter, et qu'elle peut présenter un intérêt, y compris, souvent, quand on a choisi des cartes qui avaient un rôle historique, hein, type la retraite de Russie, c'était pas ces qualités de projection, parce que vous ne pouviez pas lire le texte, hein, évidemment, mais c'était le document que ça leur représentait. Et j'ajouterais effectivement que une carte et l'intérêt d'une carte, c'est effectivement d'abord de voir la spatialisation de ce qui s'y passe et dans un deuxième temps, effectivement, d'aller se plonger dans la légende aussi, qui fait partie pleinement de la carte, pour en comprendre tous les détails. Oui. Dans les deux cartes, enfin plusieurs cartes historiques, et on a une sur l'âge du bronze où on voyait que les continents n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant, où on avait reporté voilà. Et puis l'autre, celle de Christian qui montrait l'immigration, etc. Par contre, c'est les continents actuels. Or, je suppose que ça ne correspondait pas au continent actuel et qu'on pouvait passer à des endroits où on ne peut plus passer maintenant. C'est ce que j'ai dit sur la mer Rouge, hein, effectivement, qui n'existait probablement pas à ce moment-là, même si on manque de travaux suffisants pour cartographier. Alors, le problème est tout simplement, ce que j'évoquais sur les cartes choroplètes tout à l'heure, on doit tenir compte du lecteur. De toute façon, c'est une question de communication. Que ce soit une carte projetée devant un amphithéâtre ou que ce soit un livre, et plus encore quand c'est un livre, parce que quand on est en visage, on peut discuter, on peut corriger. Quand c'est un livre, c'est une bouteille à la mer, un livre, donc on ne sait pas très bien comment le lecteur va se comporter. Donc il faut tenir compte
des habitudes de lecture cartographique. On sait lire une carte avec l'Afrique, l'Amérique, etc., qui sont dans un dessin qui nous est habituel. Je dirais même plus dans des positions qui sont habituelles, parce que la question de la projection est un élément central, et qu'on choisit des cartes en fonction de la lisibilité du public. Donc, quand on veut faire des cartes comme nos atlas grand public, des cartes diffusées, il faut impérativement tenir compte de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi dans nos atlas des cartes, alors je ne parle pas seulement de celle-ci qui est très, très particulière, mais si vous l'aviez fait à l'échelle mondiale, il y a deux choses, ou à l'échelle de l'ancien monde, comme la carte que vous évoquez. D'abord, c'est marginal. La variation du niveau marin a quelques aspects spectaculaires. Soit ils sont mal connus, mer Rouge, soit ils sont relativement petits. L'Adriatique qui disparaît à l'échelle de cette carte, ça ne se voit pas beaucoup. Pas tout à fait, d'ailleurs, elle disparaît. La Manche qui disparaît, ça va être petit. Le Japon qui est raccordé au continent, tout ce qui se passe en Asie du Sud-Est, vous avez effectivement des variations. Mais si on choisit à ce moment-là de montrer l'essentiel qui est cette diffusion d'Homo sapiens sur une période longue, on ne peut pas faire non plus les variations de niveau marin sur cette période, sachant qu'on n'a pas forcément, date par date, les informations qu'il faudrait. Non, vous avez entièrement raison. Même si on prend le cas de cette carte-là, notre but à nous, c'était de donner au lecteur des repères supplémentaires, mais pas de gommer les repères qu'il avait en tête. Donc le but, il était de surprendre. Et d'ailleurs, quand on a préparé cette table ronde et que j'ai proposé cette carte, Christian a réagi. J'ai dit, oh mon Dieu, il va falloir te rattraper, en disant, je vois mal. Et puis il s'est penché et j'espère qu'il a vu mieux. Mais le problème, il était là. C'était de produire un document nouveau, sans perdre autant le lecteur. Et donc, effectivement, par définition, c'est totalement artificiel de reproduire les limites du territoire national aujourd'hui. Mais il fallait quand même produire ces repères-là. Ces repères ont aussi une vertu de l'origine des sources. Parce que, par définition, ce qu'il y a en dehors de ce qui est aujourd'hui le territoire hors d'eau, on le connaît peu ou mal. Je veux dire, l'archéologie aujourd'hui dans la Manche, pour des raisons diverses et variées, est peu ou pas pratiquée. Et donc, on n'a pas ces données-là. Et même chose, la grotte Cosquer, c'était pour montrer qu'on l'avait là, mais qu'il pouvait y en avoir 15 autres ailleurs. Et donc, voilà, la carte, elle est là aussi pour montrer, pour que les gens aient des repères supplémentaires, sans gommer les repères qu'ils ont. C'est pas justement un geste artistique, c'est pas fait pour changer de champ, c'est justement pour ajouter une strate supplémentaire. Et ensuite, que chacun puisse, en regardant la carte, et le texte qui est nécessaire aussi, pouvoir dérouler un récit de manière un peu plus précise. Ça explique l'endroit où il y a des pleins, ça explique l'endroit où il y a des vides, et puis ça redessine ce paysage-là. Mais en contrepoint, ce que je disais tout à l'heure, voilà, pour que tout de suite on dise pourquoi il y a une grotte aujourd'hui auquel on accède en allant 35 mètres au-dessus de l'eau, pourquoi on retrouve des vestiges archéologiques, pourquoi Néandertal se retrouve à la fois dans les îles britanniques et sur le Cocidette au continent, etc., etc. C'est pour aller dans ce sens-là. C'était très rapide, si vous pourriez rappeler la référence de l'article dans lequel vous parlez de l'histoire des flèches. Il n'est pas paru, mais en novembre, attendez. C'est dans les textes d'accompagnement de l'exposition Migration qui aura lieu au Musée de l'Homme. Je crois que c'est le 26 novembre qu'il y a l'inauguration et ça va durer 6 mois, donc jusqu'à la fin du printemps. Bonjour. Que pensez-vous de la découverte qui aurait eu lieu en Bretagne sur une carte qui serait une carte néolithique ?
Elle est de l'âge du bronze. Elle est pas néolithique, elle est à peine un peu plus récente. C'est une dalle qui avait été découverte à Saint-Bellec, en Bretagne, au siècle dernier, qui avait été prélevée de ce monument mégalithique fouillé à Saint-Bellec, déposé au musée d'archéologie nationale, et sur lequel deux chercheurs, un géographe et un archéologue, ont retravaillé, et puis de manière spectaculaire, troublante, effectivement, la représentation sur cette dalle et la juxtaposition à la topographie actuelle autour du monument mégalithique reproduit. Des repères sont retrouvés à la fois sur la dalle et dans le paysage actuel. Donc, que dire, à mon avis, c'est pas un problème de croyance, quoi. La réalité, la dalle, elle est réelle, elle est bien datée. Elle appartenait à un monument mégalithique, donc elle est en réemploi dans ce monument. Sur cette dalle, il y a une représentation du territoire schématique autour de l'endroit où elle était découverte, et elle est datée, cette période de l'âge du bronze, où il y a une nouvelle appropriation des terrains, réellement des territoires qui sont construits avec des nouvelles populations, avec des marqueurs de paysage. C'est le moment où justement où sont diffusés les grands mégalithes, où on retrouve une statuaire, la première statuaire dans nos régions. Et donc il y a une volonté à la fois de s'approprier le territoire, de marquer un petit peu cette présence depuis des ancêtres réels ou imaginés qu'on représente en pierre. Et donc on a cette carte, à la limite, elle a surpris de par sa date, mais la lecture ne pose pas problème, la datation ne pose pas problème, et lorsqu'on la remet dans le contexte, elle a sa place. Elle a sa place. Et presque elle nous rend humble par rapport à la carte. Voilà, la seule chose, c'est qu'on a l'impression, dans nos cultures, on a parlé d'eurocentré, mais on a aussi cette vision à la fois méditerrano-centrée, quoi. En disant, on aurait trouvé ça en Grèce, on aurait trouvé ça en Étrurie, on disait, bien entendu, le génie méditerranéen, retrouver ça en Bretagne à l'âge du bronze, ça peut paraître surprendre, mais que des gens aient des repères, et que ces repères aient été exprimés sur quelque chose de fixe. Tout à l'heure, il était évoqué les représentations de pâturage ou de terroir dans la vallée des Merveilles ou Val Camonica en Italie. On a à période à peu près contemporaine ce type de représentation. Voilà, pardon, votre question était simple, ma réponse était un peu longue. Je crois que replacer dans le contexte de populations qui s'approprient un territoire nouveau, qui en marquent des limites et qui en essaient parfois d'en mettre une illustration qui leur est destinée à eux, parce que ce n'est pas des documents qui bougeaient, me semble aujourd'hui une pièce du puzzle qu'on n'aurait pas pu inventer, imaginer, mais qui aujourd'hui a sa place. Oui, je voulais juste faire remarquer que la technique des cartographes a joué un rôle comme outil de recherche dans cette preuve que c'est bien une vraie carte de l'époque ancienne, puisque c'est par des jeux de superposition des systèmes d'information géographique qui utilisaient la carte et qui les faisaient lire, qu'on a pu prouver que c'était bien l'exacte représentation, avec bien sûr quelques petits détails, soit qui avaient changé depuis, soit qui étaient peut-être des erreurs, mais globalement, c'est une preuve visuelle que l'on a de ce document. Je voulais juste aussi faire une autre remarque que j'avais fait pour le cadastre de Bellonina hier, c'est que, comme pour aussi les cartes polynésiennes de navigation, ça montre très bien que l'écriture ne peut pas se résumer à l'écriture textuelle. Alors j'y ai beaucoup tenu, parce que dans l'Atlas mondial, j'ai fait une carte des inventions de l'écriture. Il y a les cartes des sociétés, au fond, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de sociétés sans cartes. Ce sont toujours des récits, c'est des cartes éphémères, mais beaucoup ont laissé des traces pérennes de cartographie en bois, comme les Polynésiens, ou sur pierre. Et je pense qu'on ne cessera de découvrir, mais Dominique me confirmera ou pas, on ne cessera de découvrir de nouvelles cartes dans des périodes anciennes où on n'avait pas d'écriture textuelle, parce que même au Paléolithique, probablement, il semble qu'il y ait un certain nombre d'éléments qu'on puisse lire comme des cartes. D'autant plus que là, on n'est pas dans le cadre d'un itinéraire très lointain, on est dans une carte d'un espace autour de l'endroit où elle a été retrouvée. Donc, en fin de compte, on a presque la définition stricte de ce qu'est un paysage. Un espace qui est vu
par un individu, par un groupe, et donc à partir du moment où il est vu, il est dominé culturellement, économiquement et politiquement. Et donc on place ce repère, et donc effectivement la juxtaposition de des tracés de la carte et de la carte actuelle montre les principaux cours d'eau des sites. Alors c'est là où c'est plus surprenant, quoi. Il y a des points dont on ne sait pas à quoi ils fonctionnent, il y a certains points qui collent avec des monuments mégalithiques, donc c'est une représentation d'un paysage perçu, d'un paysage dominé. Et donc on a à la fois la définition de la notion de paysage et de la notion de carte, à un moment où les données archéologiques montrent qu'il y a une hiérarchisation importante de ces populations, la première développement ethnique fort, avec des groupes culturels qui s'installent. Donc tout ça fonctionne, on est au début de la géopolitique. Voilà, on n'aurait pas pu la dessiner, on ne savait pas où elle était, ça a été retrouvé par chance, enfin par chance ou pas, dans un espace qui a peu varié d'un point de vue topographique, pour des raisons géomorphologiques, pour des raisons d'aménagement. On est voilà, dans ce secteur de la Bretagne, il n'y a pas eu de grands mouvements, de grands atterrissements, donc la lecture a été simplifiée. Il y a 2 dernières questions et l'heure du repas approche, donc je vous propose question très courte, réponse très courte. Avec pouce sans micro, un micro qui est là, l'hypoglycémie qui arrive, et on fait ça en 2 minutes. Les cartes, pour moi, sont toujours des émotions et des grands sujets de réflexion. Et vous parlez d'espace lointain, de découverte, de cartes nouvelles. N'aurait-il pas été judicieux d'aborder les cartes qu'on dit portulans, dans la mesure où ils apportent beaucoup d'informations et répondent, et je me retrouve beaucoup, enfin je suis passionné par les portulans. Voilà, D'accord, les cartes portulans. Et tout là-haut, est-ce que vous pouvez parler très fort comme ça Merci, très bien. On va répondre brièvement à ces 2 questions. Oh, on a commencé avec Peutinger, de tout ce qu'on aurait pu mettre. Effectivement, la liste, mais bon, vous n'aviez pas forcément quelques mois devant vous pour avoir plusieurs centaines d'heures sur la question. C'est énorme, hein, le sujet était colossal. Vous avez raison, hein, parmi les types de dynamiques, on n'a pas beaucoup tenu compte. On a tenu compte un peu de phénomènes migratoires, de phénomènes politiques, militaires, de bien sûr beaucoup d'archéologie, mais les évolutions sociales, que l'archéologie d'ailleurs nous donne aussi à voir, les évolutions économiques par exemple n'ont pas été énormément présentées. Donc on a parlé d'environnement, on a parlé, parce que ça c'était plus lié au thème du festival. Donc vous avez raison, bien sûr, on aurait pu mettre tout ça, je suis tout à fait d'accord, dont les portulans. Alors, ce qu'on appelle portulan, les puristes, ils appellent ça des cartes marines, dites portulan, parce que portulan, au départ, c'est plutôt un texte. Bon. Mais peu importe, moi, je suis comme vous, hein, je n'ai pas de scrupule à utiliser le terme portulan pour ces cartes. Donc, je rappelle à tout le monde qu'il s'agit de cartes servant à la navigation. C'était des cartes techniques au départ, même si celles qui nous subsistent sont plus des représentations spectaculaires de prestige. Mais c'était les cartes qu'à partir du XIIIe siècle, les marins avaient à bord et qui permettaient de se déplacer dans une direction précise, donc à partir d'un port, d'où le terme, qui permettait d'aller dans un sens à partir du moment où la boussole a été maîtrisée. Donc la boussole apparaît en Méditerranée au XIIe siècle, donc c'est à la fin du XIIe qu'on a les plus anciennes cartes dites portulan. La plus ancienne connue est la Pisane, celle qu'on appelle la Pisane, qui est au département des cartes et plans de la BNF, hein. Mais on en a fait jusqu'au XVIIIe siècle, des cartes de type portulan, hein. C'était des cartes qui avaient une finalité très pratique au départ, mais qui sont devenues ensuite une norme de représentation, et c'est des cartes portulan que l'on a l'orientation au nord des cartes.
C'est vraiment ce qui n'est pas le cas de la Mappemonde médiévale qui est orientée, c'est là d'où vient le mot, à l'est. Donc vous avez des cartes qui sont effectivement des cartes anciennes, mais qui nous donnent normalement une situation présente. Donc, qui ne représentent pas du temps, qui permettent du déplacement. C'est des cartes comme la Michelin, si vous voulez, sauf que c'est sur la mer. Mais c'est des cartes qui, par ailleurs, je pense que vous en avez tous plus ou moins vu, où on n'a rien à l'intérieur des terres, si ce n'est des représentations un peu mythiques, des symboles, et puis au contraire, plein de choses écrites sur les littoraux, qui fait parce que c'est toutes les indications de ports, mais aussi de baies, d'amers, de dangers que l'on peut avoir, de caps, etc. Donc, c'est les informations nécessaires pour le marin qui lui permettent d'aller de port en port. Voilà. Merci. Il va falloir qu'on conclue et qu'on aille se diriger vers le repas pour prolonger les discussions. On peut vous retrouver tous les trois, notamment au Salon du Livre cet après-midi. Et je vous invite à aller voir la très belle carte qui a été co-réalisée avec Anna Cambre à l'espace Mitterrand avec des participants du FIG. Et il me semble que vous pouvez encore ajouter votre pierre à l'édifice. Merci pour votre attention.